Pour commencer, Laurent, 23 ans de journalisme chez Motojournal. À quel moment vous avez senti que c'était qu'il fallait faire autre chose? Tôt, très tôt, parce que début des années 90, la presse commençait déjà à décliner, les signaux étaient déjà là, et début effectivement en 2007, on était déjà dans cette espèce de problématique de conversion de la presse du papier vers le numérique, qui était très compliqué à réaliser, puisque la presse tirait, on va dire, 90% de ses revenus soit de la vente de papier, soit de la publicité, et ça déclinait fortement. Le web prenait de plus en plus de place. Or, à l'époque, les annonceurs ne mettaient pas un copec sur de la publicité. En tout cas, ça ne valait pas ce que valait une carte de couverture, comme on l'appelle dans la presse. Donc, et il n'y avait pas de solution. Et en fait, c'était très compliqué de faire cette conversion et d'aller vers le web. Les pure players, ce qu'on appelle les pure players, qui n'avaient pas de magazine, mais qui parlaient de moto sur le web, avaient déjà bien pris le marché. Nous, on n'était toujours pas présents. Et on s'est dit, bah voilà, YouTube débarque. En tout cas, à l'époque, c'était même pas YouTube qui nous obsédait. C'était plus Dailymotion, et quand on voulait de la qualité, c'était Vimeo. Et on s'est dit, on va commencer à faire de la vidéo et à raconter un petit peu les coulisses de ce qu'on fait, de nos essais, de nos voyages. Et ça a pris une ampleur et une place insoupçonnée, vu qu'en 2012-14, lorsque j'ai quitté Motojournal pour vivre ma propre aventure, ça faisait 32 millions de vues, nos vidéos sur le web. Alors il y avait beaucoup moins d'acteurs, beaucoup moins de concurrence, il n'y avait quasiment pas de contenu comme ça qui existait à la télévision, donc effectivement il y avait un très très fort attrait, et voilà comment s'est fait un petit peu la conversion. Mais des vidéos fait maison, c'est-à-dire oui, alors on avait quand même à l'époque la conscience de le souci. Alors il y a eu beaucoup de vlogs, de choses faites à la GoPro, mais on avait quand même le souci de la qualité, c'est-à-dire qu'on avait quand même un cadreur dès le début avec nous pour faire des contenus qui étaient très décalés, mais qui étaient faits quasiment, on ne va pas dire avec des moyens de télévision, parce qu'on n'avait pas de preneur de son, c'était quand même une équipe très réduite et simple, mais il y avait quand même des moyens pour le faire de façon assez pro. Et malgré alors pour le coup, Motojournal, avec toi ou via toi ou grâce à toi, était précurseur. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pris le lead sur ces nouveaux formats? Juste pour bien comprendre. Il aurait fallu à l'époque un peu une boule de cristal. Moi, j'ai fait beaucoup de salons à l'époque qui s'appelait La Presse au Futur, où tout le monde se posait exactement les mêmes questions, voire même c'était aussi un combat au sein des rédactions de savoir est-ce que quelqu'un comme moi qui du coup avait besoin du soutien des marques, en tout cas financier, pour réaliser de telles opérations, parce que pendant que certains réalisaient des essais, écrivaient des sujets sur des compétitions, et un hebdomadaire à remplir, c'est colossal en termes de charge de travail. Et ben moi, je partais en Norvège faire des matchs entre une Porsche et une Yamaha R1 avec des pneus cloutés, juste pour m'éclater et s'éclater. Donc c'était quand même assez compliqué à vendre. Et est-ce que je méritais ma carte de presse? On a demandé à l'époque ma carte de presse. Les journalistes ont demandé à ce que je la rende. C'était pas sérieux? Si, c'était très sérieux de leur part. Or, aujourd'hui, je crois que tout le monde je vais dire, c'est en fait ce qui est, je vais dire peut-être des choses qui vont choquer. Moi, en tout cas, dans le milieu du journalisme, l'investigation et le reportage de guerre sont vraiment pour moi des genres majeurs de la carte de presse. Ce que j'ai toujours fait, moi, dans la presse, que ce soit auto ou moto, c'est quand même des situations ultra confortables où, malgré tout, moi j'ai vécu les très grandes années, début de 90, où on était invité sur des présentations presse, 10 jours en Afrique du Sud, des choses incroyables. C'est déjà une forme de connivence et une façon d'appâter, de rendre le travail confortable. Donc, quelque part, il y avait déjà un pont qui était établi. Et moi, j'ai jamais jugé ça choquant d'avoir des moyens d'aller réaliser des sujets incroyables. Et d'ailleurs, l'opération dont on va parler, les toutes premières images quand on est au Cap Nord avec la Yamaha Ténéré 700
pour faire ce voyage, la moto ne démarre pas. Ce qui est la preuve aussi d'une forme, parce qu'elle a passé 40 heures dans un fourgon par moins 20 degrés, mais c'est aussi montrer que, en racontant des choses vraies et en acceptant les défauts entre guillemets, d'un produit, on peut aussi le crédibiliser. Voilà. Christelle, à cette époque-là, le regard des marques, des annonceurs sur ces émergences, enfin, ce balbutiement de vidéos et d'approches journalistiques autour du récit, déjà, on ne disait pas de narration à l'époque. Quel était le regard maison? Pour poursuivre sur ce que disait Laurent, nous, on avait des personnes, des journalistes comme Laurent qui venaient nous voir et qui nous disaient voilà, on a des nouveaux projets, on aimerait pouvoir être aidé financièrement pour réaliser notamment, je me souviens de cet exemple de la R1 avec des pneus cloutés pour faire un contest contre une Porsche sur un lac gelé. Et bien, ces budgets-là, nous, on n'avait pas de budget pour vous. Ça n'existait pas. Donc, on prenait sur les budgets publicitaires, qui étaient jusqu'à présent dédiés exclusivement à la publicité, pour pouvoir permettre à des journalistes de faire cet essai, cette expérience. Et ça changeait totalement de la manière dont on communiquait jusqu'à présent pour parler de nos nouveautés. Et là, c'était une R1, un modèle très sportif. On voulait montrer la performance, on voulait montrer la fiabilité, on voulait montrer l'ergonomie, on voulait montrer beaucoup de choses et on sortait complètement de la boîte en faisant quelque chose de fou, mais de récréatif. Donc déjà à l'époque, surtout à l'époque, il fallait se battre pour sortir des lignes budgétaires et faire des choses qui n'existaient pas. Oui. Alors, la chance qu'on a chez Yamaha, c'est que on a vraiment, le brand content, c'était un terme d'ailleurs qu'on n'utilisait pas, qu'on ne connaissait pas, mais c'était dans notre ADN. C'est-à-dire que quand Yamaha est né en 1955, on avait cette toute première moto qui était une moto qui avait été créée par Yamaha, qui jusqu'à présent fabriquait plutôt des instruments de musique, donc c'était particulier. Et les fondateurs se sont dit comment est-ce que on va faire connaître cette moto, cette nouveauté, et on s'est dit on va montrer ce qu'elle est capable de faire, on va tout de suite l'inscrire sur une compétition. Et donc on s'est tout de suite inscrit dans du racing, et le racing est une formidable voie d'expression en brand content. Voilà. Alors Laurent, on est en 2014, tu as 23 ans de carte de presse derrière toi. Oui. Comme tu disais plus tôt, le confort des voyages de presse en Afrique du Sud. Malgré tout, tu te dis, il y a autre chose à faire, tu décides de quitter le groupe et de lancer dans une activité qui n'existait pas, comme le disait Christelle, brand content, ça n'existait pas, et tu es devenu producteur de brand content. Maintenant, avec le recul, alors bien évidemment, TikTok n'existait pas, les réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que tu aies utilisé des réseaux sociaux pendant dans la rédac ou peu. Bref, donc tu inventes un métier, tu découvres des outils. Comment tu fais pour... Je ne sais pas si je suis inventeur de quoi que ce soit, je sens que la presse se rétrécit. Je sens en tout cas que tout ce qui est vidéo sur YouTube commence à prendre une part conséquente. La preuve, c'est plus de 30 millions de vues en 2014. Et je sens l'appétence des marques aussi pour ce type de contenu. Et voilà, à l'époque, je suis au bord de la falaise, je ne sais pas voler, j'ai jamais fait de wingsuit de ma vie, mais je me dis, à part faire ça, et je trouve que c'est plutôt sympa, je décide de me lancer. Et effectivement, il y a quand même un gros travail au départ d'essayer de convaincre les marques de réserver des budgets et de les consacrer à ce genre d'opération, ce qui est quand même assez compliqué. Et ça fonctionne. Et avec le recul, comment tu crées une communauté, comme on le disait en introduction, de plus de 400 000 abonnés sur... Alors, moi à l'époque, j'ai une chance, c'est que j'ai déjà j'ai été 23 années de journaliste, donc je connais quand même plutôt bien le métier et les gens. Et à l'époque, quand je quitte Motojournal, je me dis, il y a quand même une part de toute cette communauté que j'ai réussi spontanément et assez rapidement à ramener vers moi. Donc j'étais... effectivement concurrent direct de mon ancien employeur. Et puis après, l'absence de contenu à l'époque, tout simplement. Le côté décalé, les challenges, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toujours plus fort, plus loin, plus haut, mais pas que aujourd'hui, justement. Justement, tu disais que ton ancien employeur était un concurrent direct. Ils se sont dit, le cocher, il nous embête.
on va peut-être le racheter ou faire la même chose ou faire parce qu'ils avaient plus de moyens. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait que les contenus que tu proposes assez rapidement fonctionnent? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Parce que tu avais 23 ans de métier de journalisme, tu es imprégné de réflexes existants. Malgré tout, tu as inventé, comme on dit maintenant, une grammaire sur les réseaux, sur la vidéo. Est-ce qu'il y a une recette ou qu'est-ce qui fait que... Alors, vous faites bien de dire ça, Jean. C'est que, en fait, je suis surtout pas venu là pour donner des leçons ni raconter une recette. En fait, c'est une belle histoire qui s'est passée, tout simplement. Je pense qu'à l'époque, c'est l'absence de contenu sur les réseaux sociaux, c'est l'absence de concurrence, et c'est aussi cette volonté que j'avais un petit peu, on va dire vraiment entre guillemets, d'essayer de convaincre et d'évangéliser les marques que ça valait le coup de suivre. Et on est donc en 2025, pas mal d'années plus tard. Pour d'autres marques, j'en suis toujours là, à essayer de convaincre que c'est une façon de communiquer hyper intéressante, que finalement, ce qui est aussi important à préciser, c'est que j'ai réussi, en tout cas, à convaincre les marques de ne pas me demander d'avoir soit un discours commercial, soit un discours tourné vers surtout dis bien que c'est étanche, surtout dis bien que c'est comme ça. En fait, ce qui crédibilise beaucoup aujourd'hui le produit à travers ce que je fais, c'est plus l'aventure que je vais vivre avec. Quand je pars du Cap Nord en plein mois de février qui fait moins 30, avec une moto, avec des équipements, en fait, les marques ne me demandent jamais de dire. C'est aussi un échange commun. Ils viennent beaucoup chercher mon univers et ils le respectent énormément. Maintenant. Aujourd'hui, mais même à l'époque, Oui. Et aujourd'hui, on le voit. Enfin, moi, je dis toujours quand je suis en communication avec une marque qui aujourd'hui veulent beaucoup de contenu court sur des réseaux comme TikTok, sur Insta, me prenez jamais pour un camelot. Je suis surtout pas ça. Me demandez pas de faire de l'unpacking. Je pense que ça a vécu. C'est-à-dire de recevoir et de montrer que clairement, bah, voilà, on vit de cadeaux et parce qu'on reçoit quelque chose de sympa, un nouveau casque, on montre alors qu'on ne l'a jamais essayé. Je ne fais jamais ça et je ne souhaite pas le faire. On m'a parfois proposé des choses complètement dingues en me disant bah voilà, je te pose un chèque de 7 000 € sur la table, mais encaisse-le tout de suite, on verra pour les contenus après et tu montreras que du préventif anti-crevaison pour les pneumatiques et bah, ça marche, on va te faire rouler sur une planche à clous. Mais je dis, c'est un peu l'authenticité, je pense, qui fait que, parce que je ne vous l'ai pas dit, j'ai 58 ans, donc je suis plutôt un papy de YouTube qu'un jeune, mais que ça perdure et que la communauté aujourd'hui, les 18-24 m'échappent un peu, mais de 24 à, on va dire, à 60 ans, je suis plein cœur de cible. Et c'est aussi ce qui fait que je vieillis avec ma communauté, c'est cette forme d'authenticité. Quel a été, avant de passer la parole à Christelle, quel a été ton tout premier client de brand content? Alors ça a été le lendemain de l'arrêt de mon contrat avec, avec Motojournal. Je me retrouvais en Espagne sur le circuit de Jerez avec Kawasaki, voilà, qui voulait tout de suite qu'on fasse des choses ensemble. Mais tous ces gens-là, j'avais déjà travaillé ensemble et ils connaissaient la portée déjà à travers Motojournal de ce qu'on pouvait faire. Christelle, merci Laurent. Christelle, est-ce que vous pouvez nous relater l'évolution marquante, les évolutions qui vous ont marqué, côté marque, côté annonceur, sur le brand content et plus globalement sur le paysage et l'évolution de votre paysage, de votre quotidien, comme outil de communication? Alors, bon, bah, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Laurent, mais on a commencé par se retrouver sans budget pour défendre des opérations de brand content. Donc, il a fallu être très, très imaginatif. Et de là sont arrivés les résultats. Et donc, les directions générales qui ont changé leur perception du brand content et qui nous en ont demandé beaucoup plus. Donc, bah, on a créé des équipes, on a eu des budgets et je le fais court, mais aujourd'hui,
je dirais qu'on a à la fois des collaborations qu'on peut monter avec des personnalités comme Laurent qui nous emmène et qui nous permet de faire connaître par exemple des nouveaux produits et de bien démontrer comment on veut positionner nos produits. Ça, c'est vraiment complémentaire à une action de communication traditionnelle. Je pense que notre objectif et notre évolution s'est faite là-dessus, sur une manière différenciante de montrer nos valeurs ou de montrer la pertinence de nos produits. Et qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui sur l'évolution? Je dirais qu'aujourd'hui, le brand content se heurte toujours en interne dans les entreprises au fait que si le projet n'a pas l'adhésion de tous les services, que ce soit commerciaux, juridiques, chez nous c'est le service technique, les accessoires. Si c'est pas quelque chose qui embarque toute l'entreprise, c'est très très difficile d'obtenir une forme d'adhésion en interne, j'entends. C'est-à-dire pas d'adhésion, pas de budget. Eh ben, y a un peu de ça, mais même quand on obtient le budget, si on n'a pas embarqué tout le monde pour que ça devienne une aventure commune, eh bien c'est extrêmement difficile de le valoriser en interne, parce qu'il y a bien tous les KPI qu'on a, les métriques, les mesures qui vont donner des indications, mais quand les gens sont embarqués, eh ben, on est plus sûr du résultat au final. Ça prend combien de temps d'embarquer du DAF, voire le DRH, jusqu'à... C'est long, mais on a quand même, enfin, je veux dire que là, ça fait, je dirais, une petite dizaine d'années que, voilà, moi je me suis quand même on est bien organisé, j'ai ma petite équipe, ça fonctionne, on s'est crédibilisé aussi, parce qu'il fallait aussi qu'on montre de quoi on était capable, donc il faut faire ses preuves, et quand on a après la confiance des équipes en interne, ça se passe mieux, mais vraiment, au-delà de ça, c'est que chacun a sa part à jouer, et c'est ça qui fait que on se développe. Et aujourd'hui, quelle place occupe le brand content au sein de Yamaha Europe ? Alors au sein de Yamaha Europe, c'est énorme. En fait, on peut presque dire qu'on est devenu une équipe qui sait aussi produire. C'est-à-dire qu'on va chercher des talents, des compétences en extérieur, mais quand on a des idées, eh bien parfois on est comme une production télé, quoi. On sait on va écrire un scénario, on va recruter des cadreurs, des équipes de tournage, on va après faire un montage. Et en fait, on est presque devenu aussi un peu un média. Et chez Yamaha Europe, cette part prend de plus en plus de place. Ce sont des gros investissements chez nous. Laurent, les évolutions du brand content, toi producteur de brand content, l'effet marquant sur les dernières années? Forcément, les réseaux qui se multiplient. À un moment, c'est très compliqué de partir sur une opération et de se dire je vais fournir de la qualité pour YouTube, donc je vais filmer à l'horizontale, je vais produire du contenu à la verticale, pour Insta, pour Facebook, du réel, du short, et éventuellement débarquer sur TikTok, même si c'est pas vraiment ma cible, mais malgré tout d'être présent pour avoir une communauté, parce que il faut embarquer tout le monde, et embarquer tout le monde, ça veut dire être présent partout. Donc il faut quand même arriver à faire des choix, il faut être malgré tout ultra vigilant, parce que les algorithmes changent. En même temps, je dirais être vigilant ne veut pas dire être une girouette, parce que moi, j'ai toujours fait très attention à garder cette forme de qualité de tournage avec vraiment du bon matériel vidéo. Je passe énormément de temps sur le montage, sur la musique, sur les émotions que je souhaite créer. Quand tu dis beaucoup de temps, c'est quoi ? Le contenu dont on va parler tout à l'heure, c'est presque 3 mois de montage. C'est colossal pour 9 épisodes. Écrire une voix off, parce que je tiens encore à mon métier de journaliste. Et du coup, et aussi ce que je vois aussi dans le brand content, c'est ne pas non plus se focaliser, ce qui est assez sympa d'ailleurs, que sur le digital. Aujourd'hui, j'ai un site internet où on peut retrouver beaucoup de voyages qui sont quasiment... presque comme un guide Lonely Planet ou un guide du routard où on vient télécharger, prendre des infos. Je fais encore aujourd'hui de l'édition. J'écris des livres, j'en écris un chaque année. Donc je dirais que l'évolution... Cet homme ne dort pas, hein, vous avez tout de suite remarqué. Pardon. Cet homme ne dort pas. Hein. Non, mais alors, en plus, ce qui est génial avec l'édition, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par le monde de l'édition. Vu on l'a déjà vu. Et tu as une communauté aussi. Tu postes sur Facebook et tu as déjà de la vente en ligne, quoi. Exactement. Et du coup, voilà, on est nos propres promoteurs de nos productions. Donc,
effectivement, c'est de garder un petit peu cette vigilance. Et je le dis très souvent, moi je suis issu des années 90 où à l'époque on prenait des photos en argentique, le numérique est arrivé, et il y a plein de photographes qui ont dit non mais c'est simple, il suffit de rester le doigt appuyé sur le bouton, on va prendre 800 photos, il y en aura bien une de nette et de cadrée correctement. Ce qui est faux, il reste aujourd'hui une place pour le talent, l'éclairage, la prise de vue. Et voilà, et donc tous les outils méritent aussi d'être surveillés, regardés, mais en gardant cette part d'authenticité. En tout cas, je pense que c'est ce que les gens viennent chercher chez moi, c'est mon univers, mon monde, cette forme de qualité et toutes les OP que je fais s'inscrivent dans le temps. C'est-à-dire que je ne vais pas sur des présentations presse où on va essayer un modèle une journée. Je demande, là ça va être le cas prochainement, on va faire une OP ensemble où je vais avoir la moto 10, 15 jours, un mois pour aller visiter la Turquie et de s'inscrire dans le temps. Voilà. Christelle, alors, Laurent parlait de tous les formats vidéo et liés au réseau. Est-ce que le brand content, en tout cas chez Yamaha, est soluble aussi sur tous les formats, print, digital, bien sûr, event même? Bien sûr. Événement, oui. En fait, je vous dis, c'est devenu prépondérant. On n'a pas chez Yamaha des gros budgets publicitaires. Et puis c'est par choix, c'est une stratégie aussi, parce qu'on a voulu justement permettre au brand content d'exprimer nos valeurs. Donc on utilise le brand content dans vraiment tous les secteurs d'activité chez nous. Vous me demandiez par rapport aux différents formats, c'est colossal en fait. Juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que la montée en puissance du brand content chez vous est due à un essoufflement ou une moindre efficacité de la publicité plus traditionnelle, ou c'est une façon d'exprimer? C'est complémentaire, on ne va pas les opposer parce que ça n'a pas le même objectif. Mais je vais vous donner un exemple concret. Chez Yamaha et dans l'univers de l'automobile et de la moto, on a beaucoup de mal à recruter des profils techniciens, des profils de vendeurs dans les concessions, des profils de magasiniers, de réceptionnaires. Tous ces métiers sont méconnus. Et on s'est dit comment faire pour exprimer le fait que chez Yamaha, on recrute et qu'il y a une forme d'excellence dans ces métiers, parce qu'on peut commencer à un niveau A et puis faire carrière, ou pourquoi pas devenir un jour concessionnaire, ouvrir son magasin, devenir donc chef d'entreprise. Et bien ça, on a trouvé pertinent d'exploiter le brand content pour le faire savoir. Donc, on l'a utilisé à la fois sur le terrain, donc ça, sur la partie événementielle. On a créé, on est allé rencontrer des profils, on est allé faire des tournages, on a raconté des histoires. Donc, on a aujourd'hui 7 ou 8 portraits qui sont diffusés sur notre chaîne YouTube et qui expliquent ces métiers. On a pris le temps, franchement, ces différents portraits donc sur la chaîne YouTube, on les a également hébergés par des partenariats avec des plateformes. Donc on est sur Monster, on a été sur Le Bon Coin, on a été sur Indeed. On a fait pas mal de partenariats aussi avec des plateformes sur lesquelles on pouvait déposer des petites annonces. Et aujourd'hui, tout ça, en complément, bien sûr, on a fait de la publicité traditionnelle. C'est tout ça pour vous dire que le brand content sert une cause qui est louable, c'est-à-dire faire connaître des métiers d'avenir et des métiers dans lesquels il y a un besoin dans l'univers de l'auto et de la moto. Très bien. Est-ce que vous avez des questions à mi-parcours déjà? Non, tout est fluide. Oui, allez-y. Je m'appelle Inès, bonjour. Laurent, vous parliez de vos caractéristiques, votre spécificité, votre authenticité. À quoi, du coup la question est un peu plus pour Christelle, à quoi ressemble un brief que vous donneriez à Laurent et généralement, les marques de voitures, de véhicules ou autres veulent voir... je comprends qu'il y a la partie de publicité classique à côté pour montrer le véhicule de certaines manières. Comment vous lâchez prise sur ça? Comment vous réussissez à l'intégrer? Alors, on va peut-être parler du cas de Cap to Cap, qui est un bon cas d'école, par exemple. On y va maintenant parce je ne sais pas. En tout cas, je donne un exemple précis. On a collaboré avec Laurent sur une problématique. On avait un nouveau modèle, la Ténéré 700. Ça parle peut-être à certains qui sont motards. Cette moto
avait existé dans les années 80-90. On l'avait arrêté et puis on a recréé une toute nouvelle moto, mais on lui a redonné le même nom. Donc c'était une moto qui avait déjà une connotation d'aventure. Et comme il s'était passé quand même 20 ans entre la première édition et puis celle qu'on renouvelait, elle avait évidemment beaucoup évolué. C'était une moto moderne, mais on avait volontairement dans cette nouvelle moto voulu éviter de mettre trop de technologie pour pouvoir dire qu'on pouvait renouveler avec l'aventure, avec cette moto, parce qu'elle pouvait vous permettre de parcourir le monde et de vous dépanner vous-même facilement si vous aviez à changer des pièces pour une raison X ou Y, parce que cette moto n'avait pas trop de technologie. Et ben, c'est ce brief qu'on avait donné à la base à plusieurs agences pour la partie publicité et un jour que l'on a présenté à Laurent pour qu'il puisse réfléchir à un projet. Voilà. Et de là est né Cap2Cap. Sur le brief, voilà ce qu'on a dit. On n'est pas allé plus loin que ça. En tout cas pour Laurent. Je rajouterais quelque chose, je ne sais pas si vous êtes côté marque ou côté, on va dire, influence, entre guillemets. Médias. Je dirais aussi que la force, elle appartient aussi, entre guillemets, terme que j'aime pas, aux influenceurs. C'est à nous aussi de venir vers des projets. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours une veille permanente, on va dire, à partir d'août, septembre, où sont révélés les futurs modèles de l'année suivante, de me dire quel projet je vais pouvoir présenter, comment je vais pouvoir venir. Je discutais hier avec une marque qui fait des intercoms. C'est quoi un intercom ? Les intercoms, c'est pour parler de casque à casque entre motards sur des motos séparées, et qui me disait mais on a rarement des dossiers aussi bien structurés, avec des présentations, avec des chiffres. Et je dirais qu'aujourd'hui, la responsabilité, en tout cas de la personne qui va avoir une marque, c'est d'être hyper cadré, structuré dans sa façon de présenter des projets, de motiver les gens pour arriver à faire ce que disait Christelle tout à l'heure, c'est d'embarquer tout le monde. Et voilà, on ne vient pas voir une marque en disant juste c'est sympa votre moto, j'aimerais l'essayer. Enfin, en tout cas, moi, je ne prends jamais les choses comme ça, quoi. Et c'est ce qui fait que, y compris dans des périodes en ce moment où il y a eu un petit peu de doute sur la consommation, on arrive aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit peu d'écrémage en ce moment, malgré tout, autour de l'influence et de sa portée et de où est-ce qu'on doit mettre ses sous quand les sous comptent aujourd'hui, d'être hyper pro dans sa façon de présenter les choses, y compris aussi dans sa façon de faire un retour une fois que l'opération est terminée, de dire voilà, la portée c'est ça, on a touché ces gens-là, vous le verrez tout à l'heure avec Cap2Cap, nous j'ai fait une présentation dans la foulée en anglais, voilà, parce que tous ces gens-là, finalement, c'est pas leur argent, ils sont comptables aussi de gens au-dessus d'eux, comptables de Yamaha Europe et comptables à la suite de Yamaha Japon. Donc c'est aussi, en fait, moi je sors du milieu journaliste, mais à l'arrivée, je suis devenu, voilà, je fais des salaires, j'emploie des intermittents du spectacle, je fais de la compta, je présente des dossiers, enfin, voilà, que faut être un peu le Rémi Bricka, avoir 25 000 casquettes pour arriver à convaincre les marques. C'est hyper important d'être très pro. Une question double, mais avec un regard côté marque et côté média. Quels sont les prérequis pour une marque, pour un annonceur, pour choisir un partenaire avec qui vous allez faire une opération de brand content un peu conséquente? Et Laurent, de la même façon, quels sont les prérequis pour un annonceur en disant « moi, je vais faire du brand content avec vous ». Est-ce que tout le monde est éligible? Donc, Christelle, quels sont les prérequis pour choisir le bon interlocuteur, le bon partenaire? Alors déjà, l'interlocuteur qu'on choisit, on l'a observé, on le connaît, on sait à peu près, on sait qui c'est. Deuxièmement, ce qu'on aime bien, c'est la rencontre, l'idée d'une rencontre. C'est-à-dire qu'on aime bien quand quelqu'un vient à nous aussi. On aime bien qu'il y ait un intérêt. C'est pour ça qu'en fait, c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup, par exemple, avec les agences d'influence. Mais en revanche, comme on a la chance d'être
qui font rêver, qui apportent une forme d'émotion, voilà, ce sont des marques qui sont friendly, on va dire. Donc les gens viennent à nous. Donc il y a ça. Et puis après il y a vraiment un sujet crucial, c'est la loyauté. Puis parce que même si on fait des briefs où on veut laisser de la liberté, oui. Après quand la personne revient avec son projet, on va vraiment aller dans le fond des sujets, on va tout observer, parce que comme dit Laurent, tout ça, ça a un coût, et puis on engage aussi la responsabilité d'une marque, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Laurent, de l'autre côté, les prérequis c'est de travailler avec des marques sérieuses. Déjà, de toute façon, il me faudrait peut-être 15 vies ou le don d'ubiquité pour arriver à travailler avec tout le monde. Donc ça, c'est une chance de pouvoir effectivement, on va dire entre guillemets, c'est pas à choisir, mais en tout cas de choisir à qui j'ai envie de m'adresser et qui j'ai envie de convaincre, d'être authentique. Et la loyauté, c'est important, ce dont parle Christelle. Il y a des marques avec qui je bosse depuis 10 ans. On remet, je n'ai même pas question de budget chaque année. Il est juste question d'idées, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble, d'envie et de... Et ce qui est d'ailleurs un peu curieux, c'est que quand j'ai quitté la presse, au même titre que j'essayais à peu près toutes les motos et que je travaillais avec toutes les marques, j'étais en contact avec toutes les marques, j'ai souhaité garder un petit peu cette liberté d'expression auprès de plusieurs marques. Et la loyauté est une chose, c'est-à-dire j'ai toujours travaillé avec Yamaha, mais j'ai travaillé aussi avec les autres marques. Et je pense que c'est aussi ce qui crédibilise, entre guillemets, toujours un influenceur. C'est effectivement la question ne s'est jamais posée pour une marque de se dire « et si on t'achetait pour 10 ans ?» Ce que je refuserais, parce que je pense que ça serait contre-productif pour une marque d'essayer toujours les mêmes produits, de dire la même chose, de parler des mêmes qualités, des mêmes valeurs, de la même ADN. Donc je pense que, et ça crédibilise aussi, une marque de voir que je suis capable d'aller papillonner entre guillemets ailleurs et faire d'autres choses. Alors critère de loyauté, ça on le comprend bien et on trouve que c'est une valeur très très forte, mais les preuves d'amour, c'est aussi de la data et des KPI. Chez Yamaha, c'est quoi les critères sur lesquels vous êtes vous aussi jugé en interne d'une opération qui a fonctionné ou pas, ou moins bien? Alors ça c'est tout un... Alors il y a un travail d'éducation en interne, parce que quand on parle à des personnes qui sont éloignées, bon alors évidemment ils vont vous parler tout de suite, nous on va leur parler des vues par exemple sur des vidéos, mais c'est pas ça le plus important, parce que en tout cas nous travaillons sur des niches. Yamaha, c'est une multitude de modèles. Et on a par exemple la niche du motocross, la niche du super sport, le trail, la moto de route, la moto d'aventure. Bref, donc tous ces segments font que c'est des petites communautés. Donc si vous vous intéressez que au volume de vues, bon, c'est important. Mais le plus important, évidemment, c'est l'interaction, c'est l'échange. Donc ça va être les commentaires, les partage. Nous, on a aussi une communauté avant même les réseaux sociaux. La communauté motarde existe depuis toujours, donc c'est facile de voir si quelque chose est bien parti ou pas, parce qu'on a des commentaires sur les réseaux sociaux qui sont très enflammés toujours, donc en positif, en négatif, et c'est ça le plus important. En fait, c'est l'interaction. Pour nous, c'est ce qu'on va mesurer. Et puis, oui, effectivement, après, le métrique, c'est le trafic en concession, parce qu'il y a une influence. Il y a une influence, en fait. Le lead dans la vraie vie. Christelle, parce que vous avez quand même un retour auprès des concessions, oui. Puis un engagement à leur égard, ça ne se traduit pas en lead obligatoirement? Alors, par exemple, ça dépend, parce qu'avec Laurent, on ne va pas transformer en lead. Non, on ne va pas transformer en lead, ce n'est pas ça qui va jouer. Mais en revanche, ça va être les questionnements. Ça, on va rester vraiment sur tout ce qui va se dire sur les réseaux sociaux. Et puis, on va faire de l'événementiel avec Laurent. Par exemple, quand il revient d'une aventure qu'il a faite avec Yamaha, on lui propose d'être présent dans 1, 2, 3 concessions pour faire des soirées. Et alors là, quand vous voyez le nombre de personnes qui se déplacent, c'est pas du lead, mais c'est bien plus fort en fait. Vous avez des soirées avec 600, 700 personnes dans une concession pour venir écouter l'expérience de Laurent avec une moto, et en l'occurrence chez nous c'est la Ténéré. Donc ça c'est très très important. Laurent ? Juste pour citer un exemple, dans un style un peu décalé, l'année dernière j'ai imaginé une moto cuisine, c'est-à-dire que c'était des valises
c'était comme votre cuisine chez vous, vous tirez un tiroir, vous en ouvrez un deuxième, il y avait tout, il y avait une cave à vin, il y avait l'idée d'être partir en voyage et accompagné par des grands chefs cuisiniers. Et c'est un truc qui vous échappe, en fait, vous ne savez jamais comment ça va se passer, et ça fait 20 millions de vues sur Instagram. Mais en fait, sur ces KPI, ces 20 millions de vues, il y a peut-être 90% de gens qui ne sont absolument pas motards et qui... Alors oui, ça fait briller, oui, c'est magique comme chiffre, mais finalement, je ne suis pas sûr que pour une marque, ça soit l'objectif absolu sur ce moment-là. Moi, je suis en tout cas sur une opération comme on a fait avec la Ténéré 700, beaucoup plus heureux, et je pense qu'une marque est encore plus heureuse lorsque les gens vont en concession et disent « moi je veux acheter cette moto parce que j'ai vu ce qu'elle est capable de faire en Afrique, elle est tombée 25 fois, elle n'est jamais tombée en panne et c'est celle-ci que je veux absolument ». Et je pense que c'est en plus cette opération-là dont on va parler, un des rares cas dont je peux dire, et je pense que Yamaha peut le dire aussi, que j'ai aidé à faire vendre des modèles. Sur tout ce que j'ai fait ailleurs, j'en suis incapable. Mais là, je vois tellement de commentaires à travers la vidéo qui disent « j'ai acheté à cause de toi ou grâce à toi », on le prend comme on veut, selon l'état de son portefeuille. Mais voilà, clairement, oui. Bon. Je pense que des opérations comme ça, c'est plus valorisant. Et que le KPI n'est pas la donnée absolue. Allons-y pour Cap to Cap. Le teaser a assez duré. Qui prend le lead sur, au départ, l'étincelle, elle est venue de comment ? L'étincelle, elle est vieille parce que Yamaha a inventé cette moto, Yamaha l'a réinventée. Le Ténéré, c'est un nom mythique à travers le Paris-Dakar, le désert, l'arbre du Ténéré. J'ai rien inventé. Par contre, j'arrive avec une idée en disant voilà, on va faire quelque chose d'exceptionnel. On va partir du Cap Nord en plein hiver avec des pneus cloutés et on va traverser toute l'Afrique. Et on va descendre jusqu'à Cape Town, d'où le nom de Cap to Cap, voilà, avec cette moto. L'idée est née un petit peu comme ça. Je pense qu'à ce moment-là, chez Yamaha, la question se pose. Ils ont déjà tous leurs outils publicitaires et de communication. Je pense qu'ils sont prêts, parce que quand on prépare une moto, on est prêt très longtemps à l'avance. Mais celui-ci arrive dessus et je crois que, voilà, juste avec l'idée, je réussis à emporter l'adhésion, mais aussi parce qu'il y avait une valeur humanitaire derrière, qui était de se dire c'est bien, j'ai de la chance, je suis suivi par plein de gens. Ça fait des années que je connaissais bien l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, dont la présidente était Francine Leca, vu qu'elle est décédée l'année dernière, qui était la première femme chirurgienne cardiaque à opérer en France. Et que voilà, je regardais leurs opérations et je me disais je ne peux pas traverser l'Afrique comme ça juste en cramant de l'essence pour montrer que c'est génial, qu'on s'amuse bien et voilà, et je me suis dit autant en faire quelque chose aussi d'utile, ce que j'essaye de faire de plus en plus d'ailleurs, et on s'est dit voilà, on va essayer de créer des dons, et en se disant au fur et à mesure qu'on va avancer, si les gens peuvent donner 1 € à chaque kilomètre parcouru. C'était ça l'idée au départ. Et voilà, c'est né comme ça. Et après, l'opération s'est complètement emballée parce qu'on était en période Covid et qu'on a dû s'arrêter à 2 pays de la fin, à Luanda en Angola, et qu'on est rentré par avion le 15 mars en laissant les 2 motos à cause du Covid, le 15 mars 2020. Et voilà, après, il y a plein d'autres choses à raconter. Je ne sais pas si non, mais l'idée est partie de toi, donc. Oui. C'est-à-dire que, oui, c'était, encore une fois, le produit existait, le produit m'attirait, j'avais une appétence pour ce produit, et dans ces cas-là, ça m'obsède et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais à ce moment-là, Yamaha, tu n'as pas sollicité dans le cadre d'un appel à projet ou appel d'offres pour dire... Non. C'est toi qui dis... Non, le cahier des charges existe déjà, la moto existe, voilà, mais je dirais que tant mieux si on a cette force de proposition auprès des marques. Donc toi, tu es arrivé avec ton idée de Cap to Cap, c'est-à-dire 22 000 km. Oui, ouais, on était sur 22 000 km. Et dans ton projet, tu avais déjà embarqué Mécénat ? Non, pas encore à l'époque. D'accord. Pas encore. C'est en discutant de dire qu'on devait faire autre chose. Avec Yamaha. Donc Christelle, vous voyez l'holoprod débouler en disant, voilà, on va faire Cap Nord-Norvège, Afrique du Sud. Oui, alors mais il faut quand même raconter que tout est né aussi parce que tu es allé rencontrer
mécénat chirurgie cardiaque, avec François Tarou, qui est le directeur de ma division marketing, communication, compétition, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pour ça que je le représente. Et pendant cette réunion chez Mécénat, donc est arrivé le fameux sujet, on lance la Ténéré 700, tu as cette image d'aventure, tu es le seul à pouvoir porter un tel projet pour montrer à quel point notre moto peut partir loin à l'aventure, elle est fiable et on a envie de vraiment d'avoir une caution de ton point de vue par rapport à cette nouveauté. Et en sortant de la réunion, Mécénat chirurgie cardiaque vous a mis en jeu le projet en disant on adhère au fait que pour 1 kilomètre parcouru, 1 euro est donné donc, par le biais d'une cagnotte. Il y avait 26 000 kilomètres, c'est ça. Pour soigner un enfant d'un problème cardiaque, ça coûte 13 000 euros. 12 000 euros. Et donc, avec 26 000 euros qu'on aurait pu éventuellement obtenir, eh bien, on pouvait sauver 2 enfants. C'était l'idée de base. Et donc, c'est comme ça que, parce qu'on était engagé avec Mécénat chirurgie cardiaque, parce qu'eux ne vivent que des dons. Pour eux, quand on leur a parlé, quand tu leur as parlé de cette envie, eh bien, fallait assurer après vis-à-vis d'eux. Donc, c'est de là qu'on a enclenché les choses. Donc là, ça y est, vous êtes d'accord, vous, Mécénat, Loloprod et Yamaha, pour faire cette opération entre vous. Après, fallait-il la vendre aussi en interne, en Europe? Est-ce que ça remontait jusqu'au... Parce qu'on peut déflorer la fin de l'histoire, hein, ça a fait école et écho jusqu'au Japon. Mais à ce stade-là, comment ça se passe? À ce stade-là, oui, il faut convaincre. Parce que c'est un coût. Oui. En fait, la Direction générale de la France et puis l'Europe. Mais bon, là, on n'est pas allé plus loin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a dit, bon ben... Allez-y, on vous donne carte blanche parce que c'était une moto avec fort volume, gros enjeux, donc on avait des moyens, on avait un peu de moyens. Mais c'est après, avec le succès, que c'est remonté jusqu'au Japon. On était donc en 2020 et c'est vrai que chez Yamaha, on commençait à réfléchir à toutes les problématiques de RSE dans le brain content. Ça aussi, c'est quelque chose qui se développe et qui était nouveau dans les années 2020. Donc c'est parce qu'il y avait dans le groupe une volonté chez nous de réfléchir à notre engagement, à notre responsabilité sociétale des entreprises que notre sujet Cap to Cap a fait école. Et depuis, on en a développé d'autres. Donc, bon timing. Vous avez pété les scores parce que l'objectif, c'était 26 000 euros. Ouais, l'objectif, c'était 2 enfants. À l'époque, je leur ai dit, vous êtes chaud quand même, quoi. Ça me paraissait déjà colossal. Et puis, on a terminé le voyage. On était à 92 000 euros. Et quand on est rentré, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les motos là-bas, on termine le voyage, ça n'avait pas de sens. Le Covid, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On a fait rapatrier les motos et on en a mis une en tombola. On a mis 20 000 tickets à 5 euros et c'est parti en 2 semaines. Et du coup, ça a fait 100 000 euros de plus. Je crois que c'est 23 ou 24 enfants qui ont été sauvés pour le coup. Alors attention, hein, moi je ne suis qu'un vecteur de tout ça. Hein. Je n'opère personne, je n'accompagne personne. Voilà, c'est pas moi, ça reste une grande chaîne dont je ne suis qu'un maillon, oui. Qui est sympa. Et, voilà, et surtout, l'idée c'est de montrer que vous avez peut-être des communautés et que ces communautés, elles peuvent peut-être à un moment être généreuses, intéressées par des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginées et de les rendre encore plus soudées parce que c'est vraiment des choses dont on nous parle encore souvent. C'est fou comme les choses finalement se connectent entre elles. Je viens de faire un jeu concours avec une marque de casque qui s'appelle Shoei. Le gagnant est un Belge et le Belge m'a dit, moi, ce que je veux, c'est continuer ton action auprès de Mécénat. Il travaille dans une maison médicalisée. Il a convaincu la maison médicalisée de donner 2 000 euros pour Mécénat chirurgie cardiaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai réussi à picouser ma communauté à cette cause qui est juste étonnante. Et je le dis souvent, quoi. J'ai de la chance d'avoir cette communauté. Autant, même si c'est la passion qui me guide, le voyage et tout ça, de temps en temps, il peut y avoir d'autres choses. Qu'on comprenne bien, c'est plus de 100 000 euros ont été collectés via le récit que tu as piloté aussi pendant... Ça a duré combien de temps, le Cap to Cap? Et il a duré 55 jours, ce qui était très court pour faire 25 000 km, traverser tous ces pays
avec quand même pas mal de problèmes de sécurité et tout ça. Tu as orchestré la prise de parole de Yama pour Mécénat à travers des posts, des récits sur les différents... C'est-à-dire aussi, c'est ça qui est important, c'est quand je pose, on va dire entre guillemets, une opération à une marque, c'est de lui dire, voilà, tout le temps de mon voyage, je vais être présent sur Facebook, Instagram, j'écris beaucoup, on m'appelait le Piscopi dans la presse, mais l'avantage c'est que j'ai de la place à l'infini, que ce soit dans les vidéos ou par l'écrit. Sur Facebook, Instagram, je fais des petits montages, des choses, et puis après, quand je rentre, je prends le temps du montage sur YouTube, où il va y avoir peut-être plusieurs épisodes, et puis après, peut-être qu'on va le retrouver même dans un livre. Donc tout ça s'inscrit vraiment dans une communication longue. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Je suis très très peu dans le très court, le côté un peu commando. C'est pas du tout mon truc. Voilà. Christelle, quand vous avez annoncé officiellement que l'opération Cap to Cap était lancée, comment ça a été vécu, notamment par les concessions, se dire voilà, la Ténéré va sauver des enfants? Ça a été très très bien perçu par les concessionnaires. En fait, le sujet a tout de suite intéressé. On a aussi Laurent Cochet qui, dans notre univers, est une référence. C'est vraiment quelqu'un qui est très apprécié par les motards, par nos concessionnaires, par toute la communauté. Donc tout de suite, en fait, le projet a pris. On t'a suivi sur les réseaux sociaux. Et puis est arrivé donc le Covid. On s'est retrouvés confinés. Et Laurent donc venait de rentrer, il avait des heures et des heures de rush de tout ce qu'il avait vécu. Et c'est là qu'il nous a dit, il faut qu'on nourrisse la frustration des motards pendant toute cette période où on est confiné chez nous. Et je vais donc accélérer le mouvement, je vais demander à un monteur de m'aider et on va sortir des épisodes sur YouTube pendant toute la durée du confinement. Et donc sont sortis à raison de 1 épisode par semaine jusqu'à 9 épisodes pendant ce confinement. Et ben, tous nos concessionnaires, toutes nos communautés attendaient ce moment. On a même été aspirés par les actus de YouTube parce que c'était les seules choses qu'on voyait sur YouTube qui correspondaient à vraiment du voyage presque en temps réel. Donc, fort de tout ça, le Japon s'est intéressé de plus près à cette opération-là. Évidemment, puisque alors là, le retentissement a été international. Pas... D'où la raison du sous-titrage en anglais. Donc, il a fallu vraiment que ça rayonne à travers le monde. Et le Japon nous a félicités pour cette initiative. Et c'est vrai qu'on n'en espérait pas tant. En fait, on ne savait pas que ça allait prendre une telle proportion. Mais on va dire que les planètes se sont alignées et puis la cause était vraiment belle. Et il y avait donc beaucoup de cœur, sans jeu de mots. Mais c'est vrai que c'est aussi une des clés. Je pense que le brain content, c'est d'abord une histoire d'aventure humaine. Et c'est surtout des rencontres, des hommes et des femmes. Et c'est ça qui transparaît en fait dans toutes les vidéos. Bon, là, après, facile de prendre la parole après. Vous avez des questions sur ce Cap to Cap ou sur les opérations que Laurent... Ah, pardon, j'arrive. Bonjour. Je me demandais à quel point vous aviez un cahier des charges hyper précis qui était donné par la marque, ou à quel point il y avait des contraintes en fait en partant dans ce voyage, ou est-ce que le simple fait que vous partiez avec cette moto et de faire des épisodes qui soient évidemment chouettes suffisait? Ça dépend vraiment du type de contenu. Quand je pars en voyage, en fait, je ne sais jamais vraiment ce qui va m'arriver, vu que c'est quand même pas mal de bivouac, de choses comme ça. Donc là, il y a beaucoup de liberté. Mais pour prendre un autre exemple, j'ai été une fois approché par, encore une fois, une marque d'intercom qui permet de communiquer de moto à travers le casque. Et là, c'est vraiment moi qui suis arrivé avec un scénario très précis. C'est-à-dire que ça a été on a refait Retour vers le futur avec Doc et Marty qui donc se projettent dans le futur avec les intercoms pour voir en quoi ça allait changer leur vie avec l'arrivée de YouTube. Là, on est location d'une DeLorean, machine à fumer, un décor, des vieux caméscopes JVC avec des aventures incroyables. Là, c'est ça qui a convaincu la marque, c'est d'arriver avec ce scénario et ce projet. Donc ça peut être très libre, en tout cas de mon côté, tout comme très cadré. Mais toujours, moi je dis toujours aux marques une chose,
vous jouez au loto. Vous ne savez pas si vous allez gagner ou pas. Il y a des contenus auxquels j'ai cru énormément qu'on marchait, sans plus, et des choses auxquelles je ne m'attendais pas qu'on cartonnait. Donc c'est aussi quelque part une prise de risque à chaque fois de la part de la marque, en tout cas de mon opinion. Ok. Et Christelle, est-ce qu'il y avait quand même des choses que vous vouliez absolument que Laurent aborde pendant son voyage, d'un point de vue technique sur le produit, ou vraiment là-dessus il avait carte blanche et il pouvait... En fait, le produit en lui-même faisait qu'on savait qu'il allait être mis à rude épreuve. Et on savait que forcément, vu le parcours qu'il allait emprunter, il y aurait peut-être de la casse, il allait tomber. Donc, quelque part, on était aussi prêt à faire un test en grandeur nature. Donc, on s'était préparé à ça. On n'était pas... Enfin, pour nous, on allait presque le chercher, en fait. On allait le chercher. Et puis, même si tu avais dû abandonner parce que ça ne fonctionnait pas, parce que justement, on avait quand même déjà fait des tests, donc on savait que c'était robuste, on connaissait quand même pas mal de choses, mais tu aurais pu abandonner pour X ou Y raison. Je pense pas que ça aurait forcément porté atteinte à l'image du produit, parce que justement on allait chercher l'extrême. Donc à un moment, parfois, il y a de la casse. Le Final Cut, c'est toujours toi qui l'as, parce qu'au tout début, la moto ne démarrait pas. Et Yaman, t'as pas demandé de couper la... Non, c'est vrai, on a accepté. Non, j'ai quand même su que ça avait fait quelques gouttes de sueur, fait transpirer le président de l'époque. Mais voilà, j'aurais dit, voilà, c'est une moto, et je pense que Christelle peut le dire aussi, c'est de moins en moins le cas, mais une moto sans défaut absolu n'existe pas. Un produit dont on parle sans citer au moins un point négatif, je pense que c'est pas constructif du tout, ni bénéfique pour la marque d'être juste fan, et voilà. Il nous reste quelques minutes. Oui, monsieur, vous avez une question? J'arrive. Ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez une opération de brand content de rêve que vous aimeriez réaliser? Ça, c'est pour la fin. Bonjour. Une question, je ne crois pas qu'on l'ait abordée en termes de budget pour la marque. Qu'est-ce que ça représente? Et du coup, côté Yamaha, qu'est-ce que vous regardez en termes de résultats pour savoir si l'opération est un succès ou pas? Alors, pour rester sur le projet Cap to Cap, évidemment, quand quelqu'un part pendant 3 mois, en plus vous étiez 2 avec des motos qui voyageaient, on était sur des budgets importants. Ça, alors, je vais pas rentrer dans les chiffres, mais bon... Une ordre de grandeur, juste pour avoir... c'est-à-dire que... toute la logistique, c'est nous. Donc, on était sur un budget, on va dire, supérieur à 50 000 €. Voilà. Donc, mais finalement, on est aussi sur un produit derrière qui devait se vendre avec des volumes conséquents. Donc, il y avait un retour qui était évidemment attendu par rapport à l'effet que ça aurait sur la notoriété de cette nouveauté et les ventes qu'on aurait, qui seraient évidemment la conséquence de cette expérience. 4 ans après, on en parle encore? Ah oui, on en parle toujours, toujours. Merci. Pour parler un peu budget, au plus fort du plus fort, il m'est arrivé. J'ai travaillé pendant 4 ans avec la Banque Postale, qui est une banque d'État, qui donc a pour objectif de vous vendre du crédit à la consommation. Ils cherchaient, on va dire, entre guillemets, parce que le terme est un peu fort, un aventurier. Donc j'ai fait pas mal de choses pour eux. Et sur une seule OP, on est monté sur du 6 chiffres. Donc ça peut être à un moment... Et en fait, je pense que les marques n'ont pas toute la même notion des budgets à mettre. Voilà, il y a des marques qui ont moins de moyens, donc on s'adapte à la fois dans le budget, mais aussi dans ce qu'on peut proposer, parce qu'il s'agit non plus de ne pas être injuste dans le traitement sous prétexte qu'une marque est petite, de lui faire un cadeau, quoi, entre guillemets. Mais voilà, mais ce qui est sûr aussi, c'est que moi j'ai des coûts aujourd'hui qui sont des coûts de déplacement, de voyage, de frais d'hébergement, de temps de montage, que n'auront pas, on va dire, il y a beaucoup de youtubeurs aujourd'hui qui vont vous raconter la vie d'une star, d'un chanteur. C'est du travail d'écriture. J'en fais un peu. Moi, je fais des choses qui s'appellent « Il y a prescription » pour raconter une histoire. Ça me coûte une journée d'écriture, une journée de montage. Et derrière, tout va bien, quoi. Mais ce que je fais nécessite effectivement, à travers le voyage, beaucoup de moyens.
Oui, bien sûr. Et voilà, et pour ne rien... Moi, j'emploie des intermittents du spectacle. Les salaires moyens, c'est, on va dire, un monteur, c'est 270 € au jour, x2, une fois chargé. Un cadreur correct, on va être dans les 300-400 balles, x2, une fois chargé. Là-dessus, j'ai rien gagné. Donc, je reste une entreprise aussi, moi, de mon côté, qui doit avoir non seulement au moins pas être en déficit en fin d'année, mais comme tout le monde aussi, être plutôt en bénéfice, quoi. Donc effectivement, et souvent, c'est drôle parce que parfois les marques se disent non mais moi il y a mon petit cousin à côté, il fait de la vidéo, ça intéresse tout le monde, il fait du flou, du net. Tout le monde fait du clip aujourd'hui, comme tout le monde fait de la musique. Mais avoir une communauté aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué de valoriser, de dire à une marque, déjà vous avez des coûts techniques, qui sont ceux de filmer, cadrer, monter les abonnements à la musique et toutes ces choses-là, mais en plus de valoriser ma communauté, de leur dire vous allez toucher 600 000 personnes, ça vaut tant. Ça, c'est souvent une difficulté en fait à faire comprendre. Pas d'autres questions? Oui, madame, j'arrive. Moi, j'avais une question par rapport à l'engagement, parce que les KPI sont difficiles à mesurer. Vous parliez de l'engagement des communautés. Et est-ce que, du coup, vous vous servez de tous ces commentaires, de toutes ces interactions, pour en faire une force de vente derrière? Pouvoir donner des discours aux commerciaux, et surtout, est-ce qu'ils adhèrent? Est-ce que vous arrivez même jusqu'à des évolutions de produits par rapport à ces retours? Bien sûr. Alors, en fait, les commentaires sont hyper importants pour nous. Sur qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple concret? On fait de plus en plus, parce que aussi dans le brand content, en tout cas chez nous, moi j'aime bien rapprocher. Donc essayer de faire en sorte que la distance entre nos clients, nos prospects et nous, grâce justement à tous les outils qu'on a avec les réseaux sociaux, soit de plus en plus restreint. Donc, cette année, dans notre stratégie, on a mis en place des appels à candidature. Donc, sur nos réseaux sociaux, on a proposé à des clients ou à des prospects qui nous suivaient, des followers, de venir essayer des nouveautés. Là, je vous parle d'un exemple avec des scooters, des nouveaux scooters. Et puis, on leur a dit, si vous roulez sur des scooters de marques concurrentes, n'hésitez pas, dites-le nous. Et puis, on va voir par rapport à tous ceux qui ont répondu, on va désigner un profil. Bon. Donc là, par rapport à ça, on en a sélectionné un qui roulait justement sur un scooter de marque concurrente. Et donc, il a essayé notre nouveauté, il l'a comparé avec son produit de marque concurrente, il en a parlé pendant la vidéo, on l'a monté, on l'a diffusé, et là derrière, évidemment, on a eu beaucoup de commentaires, on a des gens qui ont dit « Ah oui, alors qu'est-ce qu'il a pensé de ci, de ça ?» Donc ils posaient des questions, donc on a répondu sur des critiques qui pouvaient exister. Bien sûr, les produits ne sont pas parfaits, on a pu répondre, et nous derrière, on donne des retours à la force commerciale pour dire attention, sur ce produit-là, on n'a pas suffisamment expliqué à nos RS, à nos vendeurs que la force, c'était, en l'occurrence, nous, c'était les suspensions, c'était la fourche qui était complètement nouvelle et on n'avait pas beaucoup capitalisé là-dessus. Et donc, on a retravaillé ce discours auprès des vendeurs pour qu'ils puissent mettre en avant le fait que chez nous, il y avait une nouvelle fourche et que ça donnait de meilleures suspensions, donc une meilleure tenue de route, un meilleur confort. Voilà. Donc, on s'en nourrit énormément. Et aussi en concession, ils ont forcément tous des écrans où sont diffusés en permanence tous ces contenus qui ont été tournés. Ce que disait aussi Christelle, de faire des soirées chez les concessionnaires. Voilà, ça permet effectivement d'utiliser, entre guillemets, jusqu'au bout l'intégralité de l'opération. Voilà, de ne pas juste se limiter au digital. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir pour ce courage. Demain matin, une nouvelle aventure commence, Laurent? Oui, en République tchèque. Ouais. Bon. La Bohème. Merci. Bonne aventure à tous et bon salut.